Allez, salut la commu des papas. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que je pense que j'ai mis un titre qui a attiré votre attention, qui a fait, vous a fait vous a donné envie en tout cas de cliquer. Pourquoi les parents ne sont pas faits pour rendre leurs enfants heureux? Alors, je voulais faire cette vidéo juste pour pour lancer la réflexion. Bien évidemment, tu connaîtras mon opinion au fur et à mesure de cette vidéo. Et enfin, l'objectif, c'était de se poser juste tout simplement la question, le véritable rôle des parents, si c'était par exemple de ne pas rendre heureux leurs enfants. Alors, n'éteins pas tout de suite cette vidéo, laisse-moi t'expliquer. D'abord, on va déconstruire une croyance très ancrée que sûrement tu as eu dans ton éducation comme moi, par exemple, c'est que être parent, ce n'est pas simplement rendre l'enfant heureux, surtout à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, où on vous parle de bienveillance, etc. Les gens confondent l'éducation bienveillante, par exemple emmenée par les mouvements comme Montessori, avec le laxisme et le laisser libre total de l'enfant, d'accord, sans cadre. Donc, l'objectif, c'est pas simplement de le rendre heureux, mais de lui donner les outils pour qu'il devienne résilient face à la vie de demain, qu'il devienne autonome, et tu sais que c'est mon fil rouge et quelque chose que je prône sur cette chaîne. L'objectif, c'est de lui donner les outils pour qu'il puisse vivre sans toi, d'accord? Parce que si tu es devenu parent pour garder pour t'accaparer l'enfant, tu le mets en difficulté pour demain, d'accord? Il faut bien se mettre ça en tête. Quand tu deviens parent, oui, ça te donne un objectif de vie, une mission autre, supérieure à toi, à ta vie, enfin à ta vie personnelle, enfin à toi, à ta personnalité, voilà, chercher le mot. Mais il faut accepter que ton enfant vivra demain après toi, d'accord, dans la logique des choses. Donc il faut l'accompagner, le guider, lui donner un cadre et pas le laisser faire n'importe quoi, d'accord. Donc bien évidemment que les parents ne sont pas faits que pour rendre heureux leurs enfants. Notre objectif, c'est de leur emmener une vie agréable et sereine, mais on n'est pas là pour tous les jours les entertainer, leur donner du divertissement et les rendre heureux. On est là aussi pour les guider, les cadrer, pour qu'ils arrivent à vivre en communauté demain et qu'ils deviennent donc résilients face aux problèmes, aux obstacles de la vie, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie pro. Leur donner les billes de notre expérience, leur donner notre expérience pour qu'ils arrivent au mieux à vivre sans nous demain. Ok? Donc voilà, ça c'était la première chose, déconstruire on va dire l'injonction, comment on peut appeler ça, l'injonction du bonheur et tout ça, c'est-à-dire que les parents veulent souvent apaiser la frustration de l'enfant tout de suite, au lieu d'essayer de la comprendre. Alors là, c'est bien le mouvement bienveillant et des nouvelles éducations positives qu'on voit, elles emmènent ça, et tant mieux. Après, il faut bien comprendre que quand on parle à un enfant, ça dépend de son âge, on n'est pas psychologue, il ne comprendra pas la moitié des choses, d'accord? Mais le truc qui est bien maintenant, c'est qu'on nous demande, parents, de comprendre pourquoi notre enfant pleure, pourquoi il est dans cette situation de frustration et de colère, par exemple, etc., etc. Oui, ça nous demande des efforts, mais c'est comme ça. Si on veut accompagner notre enfant et le rendre résilient, il faut comprendre son attitude et comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc, pour en revenir à cette injonction du bonheur et ses limites, c'est que voilà, beaucoup de parents cherchent à apaiser les frustrations tout de suite de l'enfant par des injonctions, hein, par exemple, arrête de pleurer, ou il lui rachète des cadeaux en plus, etc., etc. C'est toujours le cercle vicieux du plus. Mais cette recherche de confort immédiat, en fait, ça nuit à leur résilience à long terme, comme je vous disais plus tôt, à les rendre autonomes demain. Ok, enfin, ça c'est moi. Attention, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon opinion et mon avis personnel depuis que je suis papa. Il y a des études qui affirment que notre travail n'est pas de rendre nos enfants heureux en court terme, mais de travailler à la résilience sur le long terme. Voilà, ça c'est une étude d'une psychologue qui s'appelle Becky Kennedy, si vous voulez aller chercher. Elle dit que notre travail n'est pas uniquement de rendre constamment heureux nos enfants, mais de leur donner les billes pour les rendre résilients sur le long terme. Au vu de l'injonction du bonheur, je vais vous parler de la croyance qu'on nous vend tout le temps, hein. Toute notre société pousse à si ton enfant pleure, tu dois faire quelque chose. S'il s'ennuie, tu dois l'occuper. S'il est triste, tu dois lui redonner le sourire, etc., etc., etc. Sauf que ça, ce n'est pas comme ça qu'on construit un être humain, et surtout, ça va t'emmener d'autres billets. Je vais vous donner le mien, par exemple.
Les gens tristes, etc. Enfin, les gens qui ont qui développent une grosse empathie, quand ils ont des enfants, on exacerbe la chose. C'est-à-dire qu'on va vouloir, s'il est triste, on va vouloir comprendre pourquoi il ne sourit pas, on va vouloir lui redonner le sourire, et malheureusement, on peut extrapoler ça en dehors de notre vie, c'est-à-dire vis-à-vis de nos amis, de notre famille, etc., etc., qui va nous bouffer de l'énergie à nous, sachant que des fois, les gens très empathiques comme ça, ou très aidants, ce ne sont pas les gens vers qui on se tourne pour leur demander comment ça va en retour, d'accord? Il n'y a pas de retour vers... sur investissement, comme je dirais. Sauf que c'est pas comme ça qu'on construit, pour en revenir à l'enfant, un être humain, d'accord? Il faut prendre le temps de, oui, rendre nos enfants heureux, mais de les rendre capables aussi de se créer ce bonheur et de s'occuper sans nous. C'est pour ça que, alors c'est très dur, hein, parce que aujourd'hui avec les écrans, par exemple, l'ennui est très difficile à gérer. Pour nous, les premiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est les exemples de nos enfants, mais nous aussi, on est accaparés par nos téléphones, par plein d'écrans. Et donc l'ennui, aujourd'hui, on le gère d'une manière très difficile par rapport à ma période où on avait moins d'écrans, et donc l'ennui était vraiment là, où on allait jouer dehors, etc. etc., etc. Aujourd'hui, il faut faire plus d'efforts, il faut faire sortir, obliger nos enfants à faire sortir sans écran, imposer des moments sans écran pour profiter des moments de qualité en famille. Et il faut essayer d'entretenir ces moments d'ennui. Alors c'est pas la même chose qu'avant, parce que avant l'environnement nous aidait à le faire, aujourd'hui il faut le faire. Enfin, il faut le créer, pardon. Je vous donne un exemple, par exemple, quand on est en trajet en voiture, voilà, au lieu de leur mettre des tablettes tout de suite dans les mains, faites des jeux comme faisait déjà nous, les couleurs, les devinettes, etc., etc., etc. Je sais que ça ne va pas durer un temps, mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de créer surtout des moments d'interaction pendant ces moments d'ennui. Très compliqué à faire, hein, je suis d'accord. Autre chose, par exemple, les sortir, leur faire faire des sorties dehors, nature, parc, etc., etc., évite de se retrouver cantonné devant un écran, et permet de leur faire découvrir le monde, de les aider, voilà, de les cadrer, de les éduquer pour une vie en communauté dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. Donc les rendre résilients sur le long terme. Les conséquences malheureusement néfastes de cette injonction du bonheur et de la recherche constante du bonheur, c'est l'hyperparentalité. Hein, on le voit bien de plus en plus, quand je vous fais des vidéos là-dessus, même les parents hélicoptères, les parents tondeuses, enfin on leur donne plein de noms, mais en fait c'est l'hyperparentalité, c'est-à-dire que c'est des parents qui sont constamment stressés vis-à-vis de rendre heureux leurs enfants et stressé par le bonheur qu'ils n'arrivent pas à créer ou la frustration qu'ils donnent. Alors bien évidemment, il y a le stress financier qui rentre, qui est un bon facteur et qui est un bon facteur de frustration pour beaucoup de parents, parce que nous empêche de vouloir faire ce qu'on voudrait en vacances, etc., etc. Mais, et c'est là le plus dur aussi pour nous parents, déjà des fois on essaie de rattraper des choses qu'on a manquées. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que des fois, dans l'hyperparentalité, il y a aussi certains parents qui confondent leur rôle, hein, qui veulent devenir la meilleure amie de leur fille, ou etc., etc., ce qu'on appelle être fusionnel avec son enfant, ce qui n'est pas bon non plus. Il faut savoir reprendre son rôle quand même. Mais il y a aussi le fait comment dire, de reprendre le recul pour créer des moments de qualité. Quand je dis des moments de qualité sur ma chaîne, c'est que nos enfants, des fois, ils n'ont pas besoin d'un nouveau cadeau, ils n'ont pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Il y a des moments magnifiques, rien que par exemple en passant du temps ensemble à manger, à camper, enfin à manger dehors, voilà, dans un jardin, à jouer au ballon. Voilà, enfin passer un moment à la plage. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir de la famille, voilà, qui est au bord de mer. Passer un moment à la plage, à jouer avec eux, à se baigner avec eux, à faire les foufous, c'est un moment de qualité, et c'est un moment apprécié par nos enfants. Ils ne sont pas toujours à la recherche du matériel. Bien évidemment, s'ils deviennent dépendants du matériel, c'est que vous l'avez créé. D'accord? C'est ça, je suis
je vais me prendre des commentaires sûrement, des critiques, mais s'ils sont attirés par du côté matériel et que vous les avez écartés de ces moments-là, profitez des choses sans obligatoirement avoir la récompense du cadeau, comme on dit. Vous pouvez les féliciter, mais sans obligatoirement tout le temps leur offrir des cadeaux. S'ils arrivent dépendants du côté matériel ou de la récompense comme ça, c'est vous qui l'avez créé, donc va falloir bien travailler pour essayer de ramener quelque chose de normal, parce que demain, surtout quand vous n'êtes pas là et surtout dans la carrière professionnelle comme vous pouvez le voir, hein, les cadeaux, déjà là, ils vont pas en avoir beaucoup, que ce soit en reconnaissance ou autre, mais surtout, ça tombera pas du ciel, quoi. Il faudra qu'ils aillent les chercher, leur récompense, il faudra qu'ils aillent chercher leur propre gratitude, ok, au vu des réussites, par exemple, professionnelles. Donc pour en revenir aux conséquences néfastes du bonheur, donc, parce que j'ai encore digressé, ça nous emmène à l'hyperparentalité, comme on l'a vu. Donc ça crée un stress pour les parents et pour les enfants, parce que c'est là où on rentre dans l'hyperdynamisme, là, où des fois, mais même moi, hein, je veux dire, au vu de la vie qu'on mène, surtout par exemple si on travaille à Paris ou dans des grandes villes comme ça, on a un rythme très soutenu et on n'arrive pas à, enfin, on impose ce rythme des fois sans le faire exprès à nos enfants, et donc on les presse, ça crée un stress de tout le monde, et ça peut emmener des situations de colère ou de frustration créées par nous, hein, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de se poser, de se remettre au rythme de l'enfant en fonction de son âge. Ça empêche aussi de transmettre le fait d'empêcher toute difficulté risque de ne pas permettre de transmettre les outils pour survivre. On le voit par le burn-out, hein, malheureusement, je ferai des vidéos un peu sur ça aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement sont tristes, sont en dépression, parce que malheureusement le paradoxe d'aujourd'hui, c'est on est hyper connecté à nos écrans, mais on n'a jamais été aussi seul, alors qu'avant la communication on devait aller la chercher. Alors oui, il y avait moins d'écran, mais on devait aller chercher l'interaction pour avoir une vie, créer des liens, etc., etc. Aujourd'hui, avec tous ces écrans, on peut tout faire depuis la maison derrière un écran, mais je suis impressionné du manque de communication réel, on va dire, qu'il y a entre les gens. Beaucoup sont, et c'est malheureusement, on l'a adapté et on l'a mis dans nos vies, hein, mais c'est les réseaux sociaux qui nous font croire des images, voilà, qui n'existent pas obligatoirement dans la réalité, et nous montrent des vies qui ne sont pas obligatoirement réelles ou adaptées, et surtout font croire à des vies à nos enfants, et peuvent rajouter encore plus cette tristesse parce qu'ils n'atteignent pas, par exemple, ce style de vie à un instant donné. Donc ça rajoute une pression sur eux, sociale des fois, et une pression sur les parents parce qu'ils voient leur enfant triste, etc. Vous m'avez compris, cercle vicieux. Et ça emmène malheureusement une perte d'autonomie, ça les rend dépendants émotionnellement, malheureusement anxieux, et aussi immatures, le fait d'être toujours à la recherche de ce bonheur et de toujours essayer de résoudre les problèmes pour rendre le sourire à nos enfants, ou leur éviter d'être dans des situations de difficulté. J'avais fait des vidéos sur l'éducation suédoise ou finlandaise, enfin les pays nordiques. Alors bien évidemment, on prend beaucoup les exemples de eux, je ne dis pas qu'ils sont exemplaires sur tout, mais le coup par exemple de la difficulté, j'avais pris l'exemple du parc de jeux, j'avais vu quelques commentaires là-dessus, donc je vais le redire, vous me ferez des autres commentaires, mais par exemple, je vous donne un exemple, le parc de jeux. Ma fille était tombée en jouant avec ses copains-copines au parc de jeux. Hyperparentalité, je me serais levé, je serais tout de suite allé la voir, rassuré, ça va, tu t'es pas fait mal, machin, machin. Là, j'ai pris sur moi, j'ai regardé, je l'avais en visuel bien évidemment, hein, mais j'ai laissé faire. Ses copains et ses copines sont venus la retrouver, lui ont demandé comment elle allait, etc., etc. Elle s'est relevée, elle n'a pas pleuré, elle est repartie jouer. Je serais allé la voir pour essayer de résoudre le problème, je pense qu'elle aurait pleuré. Voilà. Alors ça, je ne le saurai jamais, mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, des fois, il faut toujours en contrôle, mais il faut les laisser vivre des situations d'inconfort ou, voilà, par exemple, de chute comme ça, s'ils ne sont pas très graves, parce que vous allez voir que vos enfants, en fait, ils sont hyper résilients, et que les interactions sociales entre eux sont bien plus simples que nous, parce qu'ils ont cette naïveté et pas de jugement, donc ils s'entraident naturellement. Mais il faut les laisser faire, il faut les laisser travailler, il faut les laisser discuter entre eux, il faut les laisser découvrir ces situations-là.
Donc voilà, c'était un peu enfin, c'était pour vous montrer que l'injonction du bonheur, essayez de vous en écarter sur cette partie-là, c'était le message, essayez de vous en écarter. Votre vie est unique et personnelle en fonction de vos enfants. Vous allez déjà avoir toute votre vie pour travailler sur vous-même et vous améliorer et vous ajuster pour, comme je dis, amener de la résilience à votre enfant. N'essayez pas de tenir des injonctions qui sont des fois over par rapport à votre vie de tous les jours. Voilà. L'alternative aussi, c'est la parentalité. Alors, il y a plein de courants, hein. Je vous parlais d'éducation bienveillante, d'éducation positive. Alors maintenant, il y a la parentalité positive éclairée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne signifie pas de tout permettre. Comme je vous le disais au début de la vidéo, tout ce qui est parentalité positive, éducation bienveillante, menée par Montessori, Freinet, tous les mouvements que vous pouvez connaître, ça ne veut pas dire être laxiste. Ça veut dire comprendre son enfant, le guider, mais en lui mettant un cadre, d'accord? Rester dans son rôle de parent, d'accord? Mais c'est surtout essayer de le guider sur le côté émotionnel, ce qu'on ne faisait pas obligatoirement des générations précédentes, où on occultait ça, où on t'élevait par exemple à la dure. Par exemple, si tu étais un homme, on te demandait si tu pleurais, c'est que tu n'étais pas un homme, etc. Toutes ces injonctions ridicules qui faisaient que tout le côté émotionnel, tu l'étouffais, tu l'engouffrais, et qu'aujourd'hui fait le plaisir de tous les psychiatres et les psychologues parce qu'on passe nos vies à être suivis pour résoudre nos problèmes d'enfance, ok, notamment de cette éducation-là. Donc nous, on a la chance d'avoir un mouvement, plein de mouvements qui reviennent au goût du jour, plein de livres sur ça, qui nous permettent de nous aider. Oui, ça demande des efforts parce que ça va pas à l'encontre, mais c'est un changement, un énorme changement, une transformation même, je dirais. Mais c'est important de prendre ce mouvement pour casser voilà, ce cercle vicieux générationnel là, pour donner les meilleurs moyens à nos enfants qui donneront encore plus à leurs enfants, etc. etc. Donc la parentalité positive éclairée, ce n'est pas tout permettre. Okay, c'est comme l'éducation bienveillante, ce n'est pas tout permettre à son enfant, c'est le guider face à ses émotions et lui donner un cadre pour la vie de tous les jours. C'est encourager aussi la nécessité de réguler émotionnellement. C'est-à-dire, c'est là où je vous disais plutôt de parler avec lui pour essayer de savoir ce qu'il ressent, sans masquer les difficultés, hein, de comprendre sa situation, essayer de voir ce qu'il ressent, le faire parler, le faire verbaliser avec ses mots. Il n'y a rien qui est parfait, d'accord? Mais vous, quand vous parlez les premières fois que vous êtes suivi par exemple, un psy, par exemple, que vous parlez de vos problèmes d'enfance, vous ne savez pas le dire, mais la personne en face est là pour vous écouter et traduire et vous faire avancer. La même chose avec vos enfants. C'est écouter leurs émotions, pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils sont tristes, etc., etc., sans obligatoirement être dans le rôle du sauveur, mais comprendre avec eux, pour comprendre leurs ressentis et pour discuter avec eux sans masquer les difficultés. Okay, dans ce courant-là, j'avais lu une citation qui disait « Il faut accepter collectivement qu'un enfant soit bruyant, parle, rit et bouge. Il faut accepter l'énergie, les émotions et dialoguer. » Voilà, ça c'est, on va dire, la grande phrase. Les gens, autre injonction que je déteste, moi, c'est cette pression sociale sur les enfants. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le métro, par exemple, il y a des enfants qui font beaucoup de bruit. Un matin, les gens vont au travail. Ok. Il y a deux aspects pour voir la chose. La première, c'est cette injonction des gens qui regardent ces enfants qui font du bruit de manière réticente en disant ah, tu pourrais c'est le regard, vous savez, qui juge en disant tu pourrais dire à tes enfants de faire moins de bruit. Ok, ça c'est le premier d'un côté. Il y a l'autre côté aussi que j'ai vu, c'est-à-dire des parents qui laissent faire leurs enfants n'importe quoi parce qu'ils ne les cadrent pas et qu'ils ne les guident pas. Ceux-là, par contre, c'est une autre manière que je vois de plus en plus et qui me gonfle. Je vous le dis, qui me gonfle littéralement. Quand vous êtes parent, vous êtes là pour cadrer vos enfants et leur apprendre les bonnes manières. Okay, la conduite en société, les bonnes manières, le respect, ça c'est votre rôle et vous devez le faire. J'avais eu un exemple. Manger au restaurant avec des amis. Il y a un enfant, il a couru dans tout le restaurant, tout le repas des parents. D'accord? Alors vous allez me dire, ouais, les parents, ils n'arrivent plus à contrôler leurs enfants, blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Eh bien,
ils n'arrivent pas à contrôler leurs enfants dans cette situation, ils essaient de comprendre pourquoi ils courent dans tous les sens, comme je vous disais, essayer de comprendre ses émotions, pourquoi s'il a autant d'énergie, ben, je suis désolé, mais vous n'allez pas dans un restaurant, hein, vous allez dans d'autres situations, vous allez manger, vous allez camper, vous allez vous faire d'autres situations, mais si vous savez que vous n'allez pas contrôler dans l'environnement où vous êtes, ne vous mettez pas dans cette situation, d'accord? En plus, derrière, ça vous épuise. Pourquoi? Parce que vous voyez votre enfant courir de partout, vous ne le contrôlez pas. De l'autre côté, vous avez le jugement des autres, parce qu'ils vous regardent en disant purée, ils n'arrivent pas à contrôler leurs enfants et cet enfant il est bruyant de ouf. Vous comprenez, ça vous met dans des situations difficiles. Mais le truc que moi que j'aime pas, c'est les parents qui font l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, lié à l'hyperparentalité, protéger leurs enfants, etc., on devient ridicule et bête de l'autre côté. C'est-à-dire que quand leurs enfants font vraiment des conneries ou se conduisent mal, ils en viennent à en vouloir à la personne en face qui porte le jugement, alors qu'elle est dans son droit. D'accord? On vit en communauté. Voilà. Ça se voit beaucoup pour l'école. Tiens, je ne vais pas me faire des amis encore, mais à l'école, moi j'étais dans une période où à l'école, le professeur, on le respectait, etc., etc. Bien évidemment, on pouvait avoir des incidents, etc. Mais on respectait le professeur. Et si on avait un mot parce qu'on avait mal parlé, etc., tout ce qu'on peut voir, les conneries d'aujourd'hui là, eh ben, on s'en prenait une deuxième par nos parents. Okay. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des parents, des enfants, ils sont hyper turbulents. Voilà, ben, les parents, au lieu d'essayer de comprendre leurs enfants, ils vont dire tout de suite à l'établissement scolaire ou au prof que c'est leur faute et que leur enfant est magnifique. Ou j'extrapole, je fais des raccourcis exprès pour vous montrer les trucs, la bêtise d'aujourd'hui, quoi. D'accord? Donc vous êtes les parents, vous êtes les adultes, vous êtes ceux qui réfléchissent. Ok? Prenez le temps, s'il vous plaît, de faire ce recul et de réfléchir, de parler à vos enfants, comme je le disais plus tôt, pour comprendre leur situation, pour comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils agissent comme ça. Et s'ils ne veulent pas vous parler, c'est pas une tare de consulter les professionnels. Les trois quarts des gens sont suivis aujourd'hui. Okay. Comme je le disais plus tôt, on est suivis, nous, pour nos problématiques d'éducation un peu à la dure, par exemple, dans notre enfance. C'est pas une tare de se faire suivre et nos enfants arrivent à parler aussi, et ça peut leur faire du bien de parler à quelqu'un de neutre vis-à-vis d'une personne qui n'aura pas de jugement ou vers laquelle elle n'aura pas peur de parler aussi. Et c'est important même, je dis. Moi, il y a des enfants à partir de 10 ans, je pense que ce serait intéressant de les faire aller une fois voir quelqu'un pour parler, parce qu'à partir de 10 ans, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, arrive la pression de la cour de récré, arrivent les problématiques liées aux réseaux sociaux, etc. Si vous alliez ça avec la découverte de leur corps et de hommes-femmes, des relations hommes-femmes, là ça fait beaucoup, enfin et autres relations aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses à gérer dans cette période qui peut être émotionnellement très intense et très difficile pour nos enfants. Okay. Donc voilà, ça c'était j'ai fait une grande partie vers ça sur la parentalité, mais j'ai besoin j'avais besoin de le faire et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais moi je suis désolé. Les parents sont là pour donner un cadre, sont là pour apprendre le respect, les bonnes pratiques, la bonne conduite en communauté. C'est ce qui les rend, ça fait partie de la résilience et de l'autonomie de demain, surtout quand ils seront plus avec vous. Ok? Alors maintenant, la limite liée à cette éducation positive ou bienveillante ou positive éclairée que je vous disais un petit peu plus tôt, les parents ne sont pas des magiciens du bonheur. Ce sont des accompagnateurs, des guides, et ça vous l'entendez souvent sur ma chaîne. On doit se mettre en tant qu'accompagnateur et guide. On n'est pas là pour rendre heureux constamment nos enfants, et on n'est pas là pour créer un Disneyland toute la journée. Okay. On doit ramener la réalité du terrain, la réalité de la vie, de manière pragmatique, mais pas dur non plus, d'accord? Il ne faut pas faire comme les générations d'avant où elles mettaient la réalité de la vie en avant et dans la mauvaise manière, c'est-à-dire que c'était plein d'injonctions en disant si tu bosses pas assez, tu vas pas t'en sortir, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? Il faut faire l'effort de comprendre nos enfants, essayer de les guider, de les accompagner, essayer de les aider au mieux. Donc il faut qu'on continue constamment à apprendre pour les aider parce qu'il y a des choses qui vont très vite, notamment dans la technologie. Cadrer l'enfant, oui, mais le respecter dans ses frustrations comme un être à part entière. Ça, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a longtemps. N'hésitez pas à aller la voir. Il faut cadrer l'enfant, mais le respecter et arriver à lui parler de manière bienveillante et claire. Pas dans le rabaissement, d'accord?
Pas dans la chose où vous êtes sur piédestal et que votre enfant, vous le rabaissez, d'accord, comme on pouvait faire avant. Je sais, c'est difficile. Il y a des fois, par la fatigue, etc., vous allez faire jouer vos galons, comme on dit. Mais l'objectif, c'est de guider votre enfant et de l'accompagner, ok, en restant respectueux envers lui, en le respectant. C'est un être à part entière. C'est pas votre mini-moi. C'est pas votre demi-sœur ou demi-frère, ou votre frère ou sœur. Et surtout pas, ce n'est pas vous étant jeune, ok. C'est un être à part entière, unique. Après, la dernière chose, c'est les éponges. Alors, j'en ai parlé un petit peu. Nos enfants nous regardent beaucoup, hein. Là aussi, il y a autre chose à faire. On peut amener beaucoup de choses à nos enfants sans rien dire, parce qu'ils nous regardent. On est quand même leur modèle, surtout quand, en tant que papa, vous êtes son premier modèle, que ce soit à votre fille ou à votre garçon, dans différentes choses. Par exemple, vis-à-vis de la fille, vous êtes son premier modèle masculin. C'est souvent le papa qui emmène cette première image de l'homme. Donc si vous êtes irrespectueux et complètement con, elle va apprendre une... Je vous fais exprès de parler un peu brut et parler droit, mais c'est comme ça, vous comprenez. Elle va avoir une mauvaise image des hommes demain. Hein, préjugés, comme on dit, des préjugés, parce qu'elle vous aura vu avec cette attitude-là. Si vous êtes normal, imparfait, comme j'ai dit mais juste et droit sur cette, comme je dis sur cette chaîne, eh ben, elle va avoir moins de préjugés et aussi le truc qui est bien, c'est de l'aider dans la compréhension de l'homme. Voilà. Du sexe opposé, parce que vous êtes son premier interlocuteur sur ce sujet. Et donc ça me revient à dire sur l'éponge qu'on élève nos enfants avec des comportements plutôt qu'avec des blabla éducatifs. Là aussi je ramène l'injonction du bonheur et de tous les mouvements qu'on a aujourd'hui. C'est pas parce qu'on lit beaucoup de bouquins, qu'on discute plus, que ça va arranger les choses. C'est votre comportement, je l'ai dit juste avant. Si vous êtes un con, vous allez donner une mauvaise image à vos enfants de personnes qui sont bêtes, ok? Si vous avez une attitude irrespectueuse, ils seront irrespectueux. Voilà, c'est pas la faute du système, c'est pas la faute de l'extérieur. Prenez-vous, mettez-vous en question, remettez-vous en question tout le temps parce que c'est vous qui emmenez le comportement indirectement de votre enfant, ok? C'est parce qu'il vous voit. Vous êtes son exemple, que ce soit maman ou papa, dans différents sujets, voire dans la vie du quotidien, et dans la vie du quotidien, vous êtes ses exemples, ses premiers exemples. Voilà. Donc, vous avez un rôle à jouer. C'est votre mission. D'accord? Que vous le voulez ou pas. Sinon, vous ne devenez pas parent. Si vous n'acceptez pas cette mission, vous ne devenez pas parent. Parce que vous allez malheureusement donner des difficultés à vos enfants dès le départ. Alors oui, comme je dis, on n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. On apprend en marchant, ça c'est le leitmotiv et le fil rouge de ma chaîne. On apprend à devenir papa en marchant, oui. Mais quand vous avez un enfant ou quand vous devenez père ou quand vous voulez devenir père, il faut vous transformer, il faut changer. D'accord? Il ne faut plus penser à votre petite personne, ça c'est sûr. Et surtout, il faut regarder et arriver à avoir un regard sur vous-même, sur les travers que vous avez pour les corriger avant que vous ayez l'enfant, pendant que vous avez l'enfant, pendant toute sa vie après. Okay, et ça, vous pouvez vous faire aider par des professionnels, par votre conjointe. Avant de devenir parent, discutez entre les conjoints. D'accord? Discutez entre vous. Discutez de la parentalité, ça évitera pas mal de séparations malheureusement quand l'enfant arrive, parce que l'enfant, ça emmène une vie chaotique au début. Il faut retrouver un équilibre à 3, alors qu'avant vous étiez que 2. Donc voilà, éponge. Exemplaire par votre comportement plutôt que par le blabla éducatif. Moi, je suis pas vous voyez, je suis pas le papa hyper intelligent. Je parle avec mes mots, c'est populaire comme vous pouvez le voir, mais j'essaie d'être un exemple pour ma fille dans mon comportement, le respect, la bonne conduite en communauté, etc., etc. Ok. Donc voilà, c'est ça. C'est à travers un peu cette authenticité et le fait d'être honnête aussi des fois vis-à-vis de la frustration qu'on va apprendre à gérer la vie de nos enfants et leur donner cette résilience. Enfin, la dernière partie, un peu plus sur les experts. Alors là, je suis allé voir plusieurs livres, etc., sources. Donc, par exemple, le centre d'Harvard sur le développement des enfants dit que les enfants qui apprennent à gérer la frustration sont plus résilients à l'adolescence.
Donc, si vous êtes toujours là, hein, ça confirme ce que je disais plus tôt, si vous êtes toujours là à leur donner les bonheurs, ils ne vont pas apprendre à être frustrés et ils seront moins résilients demain parce que plus difficile à passer les obstacles. Voilà, ça c'est un premier truc. Dans le livre de Robert Brooks, qui s'appelle Raising Resilient Children, Harvard encore, et il parle des 7 piliers pour aider les enfants à devenir solides et intérieurement, et un des piliers, bien évidemment, c'est de les... il ne parle dans aucun de ces piliers de les rendre heureux. Aucun. Voilà, c'est quand même des gens d'Harvard, hein, ils ne disent pas que des bêtises. Donc voilà, après il y a un autre livre ou étude qui dit que notre obsession du bonheur immédiat vient souvent de nos propres blessures. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. On se projette, on a tendance malheureusement à se projeter sur nos enfants pour leur donner ce qui nous a manqué. Et des fois, notre éducation indirectement, mais ça s'apprend aussi au fur et à mesure en se faisant des remises en question et des introspections ou pas avec des professionnels. Il faut voir ce que vous avez manqué, okay, pour pouvoir vous corriger vis-à-vis et améliorer ce lien avec votre enfant. Donc voilà, les étapes concrètes pour finir cette vidéo. Observez, voilà, observez votre enfant. L'enfant vit une émotion, n'intervenez pas obligatoirement tout de suite, comme je le disais, mais observez. Essayez de nommer cette émotion, colère, triste, fâché, pourquoi il est fâché, et essayez de comprendre, voilà, et se mettre à sa place comme quoi, et lui dire que vous comprenez la situation, et pour le faire parler, l'accompagner. Là, on arrive d'après dans l'accompagnement et le guider. Donc, il faut rester disponible, il faut poser des questions plutôt que de vouloir tout réparer et par exemple se mettre en injonction, hein, le diminuer par exemple. Et il faut construire à deux, co-construire, quoi, pour trouver des solutions à long terme. Et ça, c'est le plus difficile aussi. Parce que discuter avec son enfant, essayer de comprendre, c'est déjà compliqué. Mais construire quelque chose à long terme, c'est encore plus compliqué. Donc il faut essayer de trouver des manières, des outils pour améliorer cette frustration ou les choses dans le long terme, mais dans le long, pensez toujours long terme. De toute façon, il y a beaucoup d'endroits d'investissement ou d'apprentissage, c'est du long terme. D'accord ? Votre enfant va changer multiples fois, ok ? En fonction de l'école qu'il va faire, de son âge, etc., 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 etc. Donc essayez de construire avec lui. Il y a des choses qui ne marcheront pas, des choses qui marcheront à un instant T, qui ne marcheront plus demain, etc., etc. C'est de l'ajustement et c'est construire avec lui. Donc c'est pour ça, observer, nommer, donc discuter avec lui, essayer de comprendre, l'accompagner pour construire une résilience à long terme. Moi, ce qui m'a apporté un petit peu, au vu de tout ce que je vous dis comme changement, alors je travaille encore, hein, mais ce que j'ai pu voir, quand ma fille, par exemple, dit j'aime pas ça, me disait j'aime pas ça, etc., etc., ou qu'elle criait, ben, j'ai essayé de ne pas la corriger tout de suite, ou de l'arrêter tout de suite, comme on pouvait faire avec moi, en disant arrête de pleurer, ou pourquoi t'aimes pas ça, tu vois, vous voyez, avec cette voix un peu d'injonction là. J'essaie de plus en plus à l'écouter, à prendre le temps de comprendre la situation avant de partir tout de suite dans l'injonction. Et derrière, on a plus dans le fait de faire ça, déjà vous vous mettez plus dans le rôle d'un guide et d'un accompagnateur. L'échec aussi. L'échec en France, ça c'est un autre sujet énorme. Je ferai peut-être une vidéo que là-dessus, mais l'échec en France, on l'aime pas. Alors que, par exemple, dans la culture anglophone et américaine notamment, ils vont chercher cet échec parce qu'ils apprennent 3 fois plus vite grâce à l'action. Nous, l'échec il n'est pas aimé en France, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, etc., etc. Alors que c'est une manière d'apprendre. Alors oui, quand je vous ai dit ça, on pense à Mandela, etc. Et on se dit, oulala, tu vas partir encore dans la philo. Non, non, c'est juste vis-à-vis de vos enfants, quand ils échouent, vous pouvez tempérer l'échec, d'accord ? Ça dépend les échecs. Si par exemple, ils perdent un match de foot, c'est pas grave. Ok, c'est un match de foot. Si, moi j'ai loupé mon bac par exemple, prenez le temps, si ils loupent un diplôme ou quelque chose comme ça, regardez la situation. D'accord ? Est-ce qu'on les a aidés pour les mettre dans le meilleur environnement pour réussir ? Est-ce qu'ils étaient émotionnellement connectés ? Des fois, il y a des choses exogènes à leur vie qui font qu'ils sont impactés, comme vous, hein, je veux dire, ils sont impactés et malheureusement ne sont pas dans les meilleures conditions. Et après, surtout, c'est discuter avec eux. D'accord ? L'échec, c'est pas une fin en soi, c'est une manière d'apprendre. Donc oui, c'est difficile l'échec, et surtout en France, mais on va s'en sortir. Et il faut avancer comme ça. Ok ? Donc il y a différents. Et bien sûr, plus ils grandissent,
plus les échecs sont différents et difficiles et longs à prendre en compte. Ok. Et surtout, ne soyez pas observé, enfin je ne suis plus obsédé par son sourire. Quand elle veut être tranquille, je la laisse tranquille. Quand elle est bougon, je la laisse prendre le temps de bougonner et on voit après. Et j'essaie pas tout de suite de résoudre le truc parce que le timing n'est pas là. Ok, elle vous écoutera pas. L'enfant, à un moment donné, si vous voulez le résoudre tout de suite, il n'est pas dans l'écoute. Il est dans son émotion, donc il vous écoute pas. Donc il faut laisser le temps, respirer, boire frais et vous revenez plus tard. Tout ça pour dire que, en fait, le bonheur, c'est lui qui va le créer avec sa manière de vivre et ses interactions qu'il aura avec vous. Voilà, c'est beaucoup de choses pour dire, finalement, ça, le bonheur, c'est lui qui va le créer. Donc on n'est pas là pour le créer à sa place, pour le rendre heureux tout le temps. Il va se trouver lui-même en fonction de son âge et son environnement. Okay, comme je vous le disais tout au début, le moment avec ses parents, c'est du bonheur pour lui. Okay. Nous, on pense, on est stressé par le truc parce qu'on a le côté matériel, etc. Oui, mais des fois, des moments, tout simplement, tous ensemble, c'est un bonheur pour lui. Okay. Il n'a pas la même référence et il faut arriver, comme beaucoup d'interactions sociales, j'ai envie de dire, arriver à se mettre dans les yeux de l'autre ou essayer de comprendre les yeux de l'autre. Donc dites-moi honnêtement, maintenant que vous avez entendu tout ça, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que papa, la pression que vous avez aujourd'hui par rapport à hier? Est-ce que vous êtes déjà, comme moi, tombé dans les travers de vouloir rendre tout parfait et chercher ce bonheur? Est-ce que vous êtes épuisé? Oui, non. Enfin, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre. Et je répète une dernière fois, les enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait, ils ont besoin d'un parent stable et solide et sincère, d'accord, honnête en fait, qui n'ait pas peur de pleurer non plus le papa. Il doit être honnête même envers ses émotions, il doit pouvoir ne pas avoir peur de les transmettre à ses enfants. Et un parent qui dit je t'aime même quand tu n'es pas content, c'est l'objectif. Alors attention, vous m'avez déjà entendu plein de fois dans plein de vidéos, il ne faut pas galvauder les mots non plus. À dire je t'aime tous les 30 secondes, votre enfant ne les comprendra plus. Okay, il faut le dire avec parcimonie, mais il faut lui faire sentir ça, qu'on est disponible et qu'on l'aime de manière inconditionnelle. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous laisserai aller voir ça. Donc comme vous le savez, on n'est pas parent, on le devient, et souvent on se trompe dans nos trajectoires, mais c'est pas grave, notre rôle c'est notre rôle n'est pas de rendre heureux nos enfants constamment, c'est de les guider, de les accompagner pour qu'ils se créent leur bonheur et qu'ils soient sereins et heureux dans leur environnement de vie. Ok ? C'est trop. Enfin, autre petit tips avant de vous laisser, c'est que dire je veux rendre heureux mon enfant, c'est trop vague. Essayez de creuser un peu plus si vous voulez vous donner un objectif. Là, c'est bien trop vague et donc vous risquez de partir dans tous les travers que j'ai abordés dans cette vidéo. Donc voilà, si tu veux avancer dans ton rôle de papa, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Dis-moi en commentaire quel moment de ta parentalité t'a fait comprendre ça. Alors, moi j'ai vu par exemple vis-à-vis du parc et de jeu vis-à-vis de ma fille. Et depuis que je prends du recul, que je fais une introspection, des rendez-vous avec moi-même. Donc n'hésite pas à me dire quel moment de parentalité t'a fait changer ou t'as initié ce changement. Pose-moi des questions, je me ferai un plaisir de répondre et je te dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux. Ciao, ciao.